Bonjour à tous. Les derniers arrivants sont les bienvenus et ne vous mettez pas trop loin parce que la salle est grande et on a besoin d'un peu de chaleur humaine près de nous. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir en tant que présidente du comité association de l'Ordre des experts comptables que j'anime aujourd'hui cette conférence sur la présentation des états financiers des associations et également le rapport de gestion, rapport financier, rapport d'activité et donc en réalité sur la gouvernance des associations et la transparence que nous devons trouver dans la présentation de nos comptes et l'utilisation de nos fonds. Impliquée à titre professionnel et personnel dans le secteur des associations et fondations depuis assez longtemps, j'ai accompagné le Forum national des associations et fondations qui est organisé par les Échos depuis sa création. Je suis heureuse d'en constater le succès aujourd'hui qui est croissant, qui est dû à la qualité de son organisation, à l'utilité technique de ses conférences et ateliers auprès du secteur associatif. Et je suis heureuse de vous voir nombreux dans cette salle qui est tout de même un thème assez technique. Les Français aiment le secteur associatif. Ils portent en lui le germe des grandes causes, des grandes idées, ce qu'il est convenu d'appeler l'engagement de chacun. Le Forum des associations 2011 est donc pour nous, ici, sur cette tribune, l'occasion de refaire un focus sur la bonne gouvernance des associations. La loi de 1901, qui est relative à la liberté d'association, a accompagné avec succès un formidable développement de notre vie associative en France. Les associations sont une réalité économique et sociale et on a vu l'importance de cette réalité aussi dans le discours du ministre ce matin qui nous a annoncé des bonnes nouvelles en matière d'évolution budgétaire sur certains points. Et ce secteur associatif a contribué à façonner, à faire évoluer la société française. Et dans la conjoncture que nous vivons actuellement, je suis persuadée que ce secteur associatif, on en est tous conscients, va être un vecteur fort de l'évolution de notre société. Ce secteur est fécond, innovant, complexe. Il est la représentation d'une énorme confiance de nos concitoyens envers une forme d'organisation d'intérêt général et représente en France un poids économique et social considérable qui nécessite sécurité, transparence, des informations claires et des informations utiles aux donateurs et à nos partenaires. Les enjeux actuels des associations et des fondations, ainsi que l'importance de leur activité, des masses financières gérées, et notamment constituées d'argent public ou de dons versés, nous imposent de rendre des comptes réguliers, précis sur l'activité de la structure, sur l'utilisation faite des ressources que nous percevons. Toute association doit être en mesure de justifier son activité, ses dépenses, à la fois aux collectivités qui ont financé ou au public qui a versé les dons. Dans ce contexte, il nous paraît particulièrement important de présenter les comptes de l'association ou de la fondation de manière claire et transparente afin d'informer le plus largement possible les contributeurs financiers et donateurs sur l'utilisation des fonds dans le cadre de la mission sociale et sociétale qui est définie dans chaque entité par ses statuts et par les décisions qui sont prises ultérieurement. Ainsi, la présentation des comptes annuels à l'Assemblée générale des membres des associations et fondations et la certification des comptes par le commissaire aux comptes revêtent une importance particulière, me semble-t-il, et nous devons y être attentifs. Les comptes annuels sont l'image essentielle de l'utilisation des fonds collectés, de la gouvernance de nos associations et fondations, et nous allons donc échanger maintenant sur ces questions avec les experts de cette table ronde que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, j'ai de chaque côté, à ma gauche, François Micol, qui est trésorier de l'association, vous êtes trésorier, Monsieur Micol, de l'association des Cités du Secours catholique et de l'association Caritas. Donc, vous allez nous apporter votre expérience tout à fait intéressante
de ces organisations associatives et en tant que trésorier, bien sûr, de la présentation que vous faites ou de l'expérience que vous avez sur ce plan. Denis Lesquer, qui est président du directoire de la Fondation pour la recherche médicale, qui est un acteur du financement privé de la recherche médicale en France, c'est un acteur important, me semble-t-il. Donc, de par votre implication depuis près de 20 ans dans le secteur associatif, Denis, vous suivez les évolutions du secteur caritatif et de sa professionnalisation. Vous avez, je crois, apporté beaucoup de professionnalisme dans la fondation dans laquelle vous travaillez et vous allez nous présenter tout à l'heure votre expérience, notamment sur la présentation des rapports financiers et surtout du rapport de gestion. Donc, Christian Alibet, qui est également à ma gauche ici, qui est un expert comptable commissaire aux comptes du cabinet Sofidec. Christian est vraiment un professionnel aguerri en matière d'association. Il s'est spécialisé dans ce secteur depuis longtemps. Il a longtemps été membre du Conseil national de la vie associative, me semble-t-il, Christian, et participé aux commissions que nous avons dans nos institutions, Ordre des experts comptables et compagnie des commissaires aux comptes. Et il va plus particulièrement, lui, nous présenter techniquement les modes de présentation des comptes annuels établis en conformité avec la loi comptable. Ensuite, nous allons également demander l'avis d'un commissaire aux comptes aguerri, Francis Chartier, qui est commissaire aux comptes responsable du secteur association et fondation chez PwC, donc un des Big Four, vous savez, un des grands cabinets d'audit. Vous y êtes depuis longtemps, Francis. Enfin, tu y es. Il participe également activement aux travaux qui sont menés dans de nombreuses instances professionnelles, Compagnie nationale des commissaires aux comptes, Ordre des experts comptables, Institut français des administrateurs également, l'IFA, qui travaille sur la gouvernance des associations. Francis est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le monde associatif et donc il va également nous parler, là, lui particulièrement, de son approche en tant que commissaire aux comptes suite aux interventions de nos collègues. Enfin, je ne dirai pas en dernier parce que c'est important, Jean Saffort, qui est expert comptable et commissaire aux comptes, qui est président de la commission informatique du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. L'informatique, ça évolue beaucoup actuellement, donc Jean, je sais que la charge est lourde et notamment, nous avons souvent échangé ces dernières années sur le fait d'avoir, bon, il y a les programmes de dématérialisation, de signature électronique, mais surtout, pour ce qui vous intéresse, la publication des comptes des associations et fondations sur le site du journal officiel. Et je pense que tu vas pouvoir nous faire une présentation sur ce plan. Alors, nous allons commencer notre débat. Nous échangerons. Il y aura des questions en fin de séance. Vous pourrez poser des questions à nos intervenants compétents. Mais dans un premier temps, je vais demander à Christian Alibet de nous faire un point, effectivement, sur les états financiers dans les associations, leurs particularités, qu'est-ce qu'il faut, à quoi faut-il faire attention particulièrement. Notamment, nous avons des questions qui se posent sur les actifs immobiliers, les problèmes de fonds propres, les fonds dédiés, la trésorerie, les subventions, mais enfin, la présentation globale de tout cela. Merci, Christian. Merci Monique, bonjour à tous et à toutes. On va commencer donc par parler des états financiers au sens strict du terme. Je suis un peu désolé, ça va être un tout petit peu technique. On va essayer de ne pas l'être trop, mais on est obligé malgré tout dans cette matière-là de rester un peu terre à terre sur des données cartésiennes. Alors, on va peut-être passer les premiers slides. Voilà, le sommaire que je vous propose rapidement, parce qu'en 20 minutes, c'est vrai que ça ne va pas être si simple de parler de tous les sujets qui intéressent la comptabilité et les états financiers des associations, mais on va essayer de faire court en soulignant les points importants. Alors tout d'abord, la loi comptable, on va passer quelques instants là-dessus. Ensuite, les spécificités et principales novations adoptées par le règlement 9901, cette fameuse loi comptable. Les IFRS, pour vous dire quelque chose, mais très simple, ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler des normes internationales pendant longtemps. Les états financiers, bien évidemment, comment ils se présentent, et puis une conclusion qui sera générale avec les intervenants qui pourront me succéder.
Excuse-moi Christian, je voudrais dire à nos amis qui sont dans la salle que les slides seront sur le site du forum. Donc pour ceux qui ne veulent pas prendre trop de notes, parce que tout cela est quand même assez technique au niveau des textes, au début, dans ta présentation, ils retrouveront ces slides sur le site du forum. Merci Monique. Alors, voilà, le premier slide, c'est sur la loi comptable applicable aux associations. Alors, je voudrais commencer par être un tout petit peu provocateur, mais c'est simplement pour faire de la provocation gentille et volontaire. Lorsqu'on parle de fiscalité dans les associations, les instructions fiscales commencent toujours par dire « les associations ne sont pas assujetties aux impôts commerciaux ». Mais ensuite, on voit que beaucoup, malheureusement, rentrent dans le champ fiscal. Pour les associations, fondations et fonds de dotation, nouvel outil créé par la loi de modernisation de l'économie de 2008, est-ce qu'il en est de même? C'est-à-dire, est-ce que finalement on dit que les associations ne sont pas obligées de tenir de comptabilité, sauf. Alors c'est un petit peu ça, sauf que depuis quand même, depuis 1999, il y a eu un règlement qui a été promulgué par un arrêté interministériel, qui est le règlement 9901, qui confirme les particularités des règles comptables applicables aux associations et fondations. À l'époque, il n'y avait pas encore les fonds de dotation. Alors, c'est cet aspect-là qu'on va quand même examiner, mais avant de parler un peu plus en technique de ce qui est prévu par ce règlement, il y a eu des modifications intervenues, puisque 99, ça fait quand même 12 ans que cela est fait. Il y a eu quelques modifications qui sont intervenues. Donc d'abord l'avis du Conseil national de la comptabilité 2007-05 uniquement sur les établissements sociaux et médico-sociaux parce que les règles applicables dans ce secteur divergeaient largement entre les règles comptables et les règles des comptes administratifs qui sont soumis aux autorités de tarification. Et donc, il y a eu un avis qui a permis de rapprocher, pas d'éliminer toutes les divergences, mais de rapprocher les aspects techniques qui s'écartait jusqu'à cet avis qui a été promulgué en 2007-05. Donc on est désormais dans quelque chose de divergent, mais pas aussi important que cela était avant cet avis. Ensuite, on a 3 règlements qui se sont succédés, qui ont venu modifier le règlement de 99-01. Le premier, c'est le règlement 2008-12 relatif à l'établissement du compte annuel d'emploi des ressources collectées auprès du public, c'est-à-dire les associations, fondations qui font appel à la générosité du public. Donc des règles sont venues s'imposer et ceux qui le pratiquent savent que ça n'a pas été facile à mettre en place. Un autre règlement, c'est le règlement 2009-01 qui, lui, est applicable aux règles particulières pour les fondations et fonds de dotation, puisque depuis 2006, il y a eu de nouvelles formes de fondations qui se sont créées. Il est apparu nécessaire et indispensable de régler ces aspects techniques pour permettre à ces fondations de coller mieux à une réalité comptable et donc de créer des postes comptables qui répondaient à leurs préoccupations. Et enfin, mais là ce n'est pas tout à fait notre sujet d'aujourd'hui, bien que, c'est l'avis, le règlement, l'avis de CNC 2009-07 qui lui règle les problèmes concernant les organisations professionnelles et syndicales, c'est-à-dire soit les syndicats relevant de la loi 1884, soit en ce qui concerne les associations professionnelles relevant de la loi du 1er juillet 1901. Tu les cites parce qu'il y a un certain nombre de syndicats qui sont sous forme associative. Absolument, absolument. Ils ne sont pas sous forme syndicale uniquement les syndicats relevant de la loi 1884, mais il y a beaucoup d'organisations professionnelles qui sont des syndicats en fait, qui relèvent de la loi du 1er juillet 1901. Alors, les spécificités, voilà, c'est bien, on est passé sur le slide suivant. Les spécificités et principales novations apportées par ce fameux règlement 9901 du comité de la réglementation comptable, donc applicable à partir du 1er janvier 2000. Il faut d'abord simplement vous rappeler que c'est une dérogation, en quelque sorte, au règlement du plan comptable français. C'est-à-dire qu'il y a le plan comptable général français et il y a un règlement particulier qui s'applique aux associations et fondations, et aujourd'hui fonds de dotation, pour tenir compte de ces spécificités. Alors, quelles sont ces spécificités? On va les examiner très rapidement. D'abord, la définition du résultat comptable. On sait que beaucoup d'associations, dans le passé, tenaient une comptabilité de trésorerie. Maintenant, c'est fini. Les associations doivent faire une comptabilité comme dans le secteur commercial, marchand, c'est-à-dire charges-produits. Autrement dit, on a des produits, des charges, on a des amortissements, on a des provisions et on arrive à un résultat net qui, lui, est soit le résultat qui appartient à l'association, soit dans certains secteurs comme le secteur social et médico-social, on a une ventilation de ce résultat entre le résultat de la gestion propre, c'est-à-dire des activités spécifiques et propres de l'organisme,
et un résultat sous contrôle de tiers financeurs, c'est-à-dire sur lequel on doit rendre compte à l'autorité de tarification. Donc on a créé un compte particulier pour justement tenir compte de cette spécificité dans ces organismes et dans ces secteurs d'activité. Ça, faut dire à nos amis qu'ils fassent attention. Dans les bilans de ces organismes-là, fréquemment, le résultat n'est pas différencié. On voit des cas où il faut bien reprendre l'historique des résultats pour différencier les deux résultats. C'est un point capital, d'ailleurs, et probablement Francis à côté en parlera en ce qui me concerne en tant que commissaire aux comptes. Qu'est-ce que doit finalement certifier le commissaire aux comptes dans les organismes qui ont justement ces deux types de secteurs de résultats? Un résultat de la gestion propre qui appartient à l'association et un résultat de la gestion dite contrôlée qui, lui, n'appartient pas tant que l'autorité de tarification n'a pas effectué son contrôle. Ensuite, on a eu des modifications imposées pour l'enregistrement des subventions. Alors ça, c'est un peu compliqué. Les subventions d'exploitation, les subventions de fonctionnement, elles rentrent directement dans le compte de produit du compte de résultat, dans un compte subvention de fonctionnement. Donc là, c'est assez simple. Pour les subventions d'investissement, on a deux catégories qui ont été créées par ce règlement 9901. Tout d'abord, les subventions d'investissement renouvelables par l'organisme, qui, elles, ne sont pas amorties. Ces subventions sont imputées dans ces comptes dès lors où le financeur, c'est-à-dire la collectivité territoriale en général, mais pas seulement, qui a apporté son concours pour financer un bien qui va être immobilisé et donc amorti, le financeur ne s'engage pas au moment où il finance ce bien à le renouveler lorsqu'il sera usé, obsolète, perdu ou mis au rebut. Autrement dit, l'organisme n'amortira pas cette subvention au même rythme que l'amortissement comptable du bien acquis avec cette subvention, et ce qui permettra à l'organisme de reconstituer par le biais de l'amortissement les moyens nécessaires au renouvellement de ce bien lorsqu'il sera usé. Par opposition, il a été créé, mais là ça existe dans le secteur marchand, les subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme, c'est-à-dire des subventions qui, elles, on sait très bien qu'elles seront renouvelées lorsque le bien sera utilisé, usé, et donc là, on a le même mécanisme que dans le secteur marchand, c'est-à-dire qu'on amortit la subvention qui passe en reprise au compte de résultat au même rythme que la dotation aux amortissements qui est pratiquée sur l'immobilisation acquise. Ça, je ne sais pas si c'est bien clair pour tout le monde, mais c'est un point tout à fait important dans la présentation des comptes. C'est un point important, un peu complexe, mais simplement ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a désormais deux catégories de subventions d'investissement, celles qui sont renouvelables par l'organisme, qui aura à les refinancer, et celles qui ne sont pas renouvelables par l'organisme parce qu'il n'aura pas à les refinancer, parce qu'il sait a priori que le financeur reversera une subvention pour renouveler le bien lorsqu'il sera usé et qui, elle, s'amortit. Les créations de rubriques comptables spécifiques au passif du bilan, c'est-à-dire les fonds dédiés. Alors ça, c'est une innovation très spécifique qui ne concerne que les associations, fondations et fonds de notation. Vous ne trouverez jamais ça dans le secteur marchand. Qu'est-ce que ça veut dire, fonds dédiés? C'est-à-dire que lorsque un financeur va accorder à un organisme une subvention de fonctionnement, lorsque des donateurs vont faire soit un don manuel, soit un legs ou une donation à un organisme, et que ces trois catégories de ressources que va constater l'organisme sont fléchées, c'est-à-dire elles sont affectées à un objet déterminé. Le plus grand exemple, c'est le tsunami de décembre 2006, appel à la générosité du public, mouvement d'élan national, les gens donnent le 26 décembre ou à partir du 26 décembre. Mais ils donnent pour que l'organisme à qui ils donnent s'occupe de ceux qui ont souffert du tsunami. Eh bien, vous comprenez bien que entre le 26 et le 31 décembre, ces gens-là ces organismes n'ont pas pu dépenser l'argent qui leur a été donné. Et donc on a créé, par ce règlement 9901, des rubriques qui disent on va déporter ce qui n'a pas pu être consommé dans l'exercice sur les exercices suivants. Autrement dit, alors excusez-moi de ce que je vais dire parce que ce n'est pas une réalité comptable, c'est un peu le même sens qu'une provision, si je peux m'exprimer ainsi. Autrement dit, on va mettre de côté ce que l'organisme n'aura pas pu consommer et qui est affecté à un objet déterminé. Autrement dit, donc, on va neutraliser, on a donné 100, on a utilisé 20, on va mettre de côté 80 qui seront utilisés pour la réalisation de ce projet au cours des exercices suivants. Et cette
affectation sera suivie dans les comptes de fonds propres au passif du bilan, les fonds associatifs, pendant la durée pendant laquelle on devra consommer cette ressource. C'est particulièrement important et ça fait partie, au niveau du compte de résultat, on le verra, des rubriques particulières tout à fait en bas du compte de résultat, juste avant le résultat net de l'exercice. Ensuite, on a eu la définition et la comptabilisation des contributions reçues. Alors, c'est surtout les ressources, les subventions, bon, j'en ai parlé, subventions d'investissement, avec la décomposition que je vous ai signalée, subventions de fonctionnement, on a aussi les subventions d'équilibre qui passent, elles, en résultats exceptionnels. Un point important, là, vous le savez probablement, les apports avec ou sans droit de reprise. Alors, ça existait déjà, mais ça a été mieux matérialisé par le règlement 9901, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez que dans une association, vous pouvez avoir des apports sans droit de reprise, c'est-à-dire que celui qui apporte n'entend pas retrouver son bien, ces fameux contrats d'association prévus par la loi du 1er juillet 1901, en vue de partager autre chose qu'un profit. Et donc là, une fois que c'est donné, plus personne ne peut se retrouver attributaire d'une part quelconque de ce qu'il a donné ou de l'actif qui en résulterait. Par contre, vous pouvez également avoir des apports avec droit de reprise, c'est-à-dire des apports qui sont faits par des fondateurs ou par d'autres personnes qui, à un moment donné, disent « je vais apporter, mais pour une raison, soit une contrepartie morale, tant que l'association exécute l'objet pour lequel j'ai donné, conformément à son objet social, ou lorsque je décéderai, enfin toute autre clause qui peut être insérée dans ce contrat d'apport avec droit de reprise, eh bien, à la fin ou lorsque les conditions ne seront plus réunies par l'organisme bénéficiaire, le donateur ou ses héritiers pourront récupérer le bien ou la contrepartie du bien qui aura été donné dans la mesure où il aura été identifié au passif de bilan dans un compte spécifique appelé apport avec droit de reprise. Simplement une parenthèse, cet apport avec droit de reprise est de plus en plus utilisé simplement pour des raisons fiscales, dans la mesure où un apport sans droit de reprise est considéré comme une libéralité taxable au droit de mutation, alors qu'un apport avec droit de reprise, s'il est bien fait, avec une contrepartie même simplement morale, est enregistré au droit fixe de 375 €. Question, il te reste 5 minutes. Oula, alors je vais aller plus vite encore, excusez-moi. Legs et donations. Alors là, c'est très simple. Les legs et donations, bien évidemment, ils sont apportés par les donateurs et figurent au compte de résultat, sauf s'ils sont utilisés d'une manière durable par l'organisme. Ils peuvent être enregistrés directement en fonds propres dans l'association. Les contributions volontaires, là, c'est toute la problématique du bénévolat ou des ressources en nature ou des dons en nature ou de la mise à disposition de personnel qui va permettre à l'organisme de fonctionner. Ce n'est pas tracé en comptabilité, c'est simplement une information qui est positionnée en bas du compte de résultat. Le commodat, c'est simple, c'est simplement la mise à disposition gratuite d'un bien par un propriétaire à une association qui va en assurer l'ensemble des charges pendant la durée prévue. C'est une sorte de louage, de prêt à usage, de louage d'un contrat de bail à titre gratuit qui permet aux bénéficiaires d'utiliser le bien pendant la durée, sauf à entretenir ce bien, et c'est placé dans des rubriques spécifiques au bilan de l'organisme bénéficiaire. La gestion comptable de projets financés par des tiers, là je vais passer vite, ce n'est pas tout à fait, effectivement, c'est comptable, mais c'est simplement des projets qui permettent de financer, enfin des dons qui permettent de financer des projets. L'affectation des résultats sous contrôle, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est notamment dans les établissements sociaux et médico-sociaux. La gestion des projets associatifs, c'est quelque chose qui permet à une association, par le biais de l'organe délibérant, de dire voilà, j'ai un résultat de 1000, je vais en affecter sous la réserve que le conseil d'administration l'ait approuvé, un projet, une somme de 600 sur les 1000, que je vais affecter dans un compte de réserve spécifique pour la réalisation de ce projet. Donc c'est une réserve particulière, mais qui doit de toute façon préalablement être affectée par l'organe délibérant dans l'approbation des comptes annuels. La possibilité de valoriser et présenter des contributions volontaires, j'en ai parlé succinctement. Une présentation des comptes annuels des fonds de dotation associations qui prend en considération les adaptations présentées. C'est effectivement ce que je vous ai dit, ça va être les comptes annuels, le bilan actif et passif. Qu'est-ce que c'est que le bilan actif et passif? C'est une photographie du patrimoine de l'organisme à l'instant T, au 31 décembre si le clôture est au 31 décembre. Donc vous allez avoir à l'actif des immobilisations incorporelles, corporelles, financières, c'est-à-dire le patrimoine qui sert à l'utilisation par l'organisme de la réalisation de son objet social. Ensuite, vous allez avoir des stocks, des créances,
créance subvention, créance usager, créance client, et la trésorerie disponible, valeur mobilière de placement, trésorerie disponibilité en banque. Au passif, et là c'est important, vous allez avoir toutes les rubriques de fonds propres qui, dans les organismes associatifs, s'appellent des fonds associatifs, dans lesquels on va retrouver ce que je vous disais tout à l'heure, les apports sans droit de reprise, les apports avec droit de reprise, les subventions de fonctionnement, les réserves, réglementées ou non, les provisions, les fonds dédiés, le résultat de l'exercice, je l'ai dit, et également les reports à nouveau, c'est-à-dire les résultats qui ont été mis en instance d'affectation dans un compte d'une durée plus lointaine, qui est le fonds associatif. Ensuite, le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est très simple. Ce sont les produits qui concernent pour les associations les prestations de services qui sont rendues, notamment les subventions de fonctionnement, les subventions d'équilibre, les reprises de subventions, les ressources provenant de fonds dédiés, les reprises d'engagement sur fonds dédiés qu'on avait constatées les années précédentes, qui se constatent comme des reprises de provisions, les cotisations reçues des membres, les produits de frais de siège lorsqu'il s'agit d'un organisme qui agit dans le secteur social et médico-social, et les cotisations reçues, ça je l'ai dit, et c'est à peu près tout, les subventions qu'on a encaissées. En ce qui concerne les charges, toutes les charges qui relèvent du mode de fonctionnement d'un organisme, dans lequel on va avoir des comptes particuliers qui s'appellent les comptes d'autres charges de gestion courante, où on va retrouver les frais de siège, pendant des produits de siège, les cotisations versées à d'autres organismes, les subventions versées à d'autres organismes, sous réserve bien sûr qu'il y ait l'autorisation de celui qui avait versé la subvention d'origine, et c'est à peu près tout ce qu'on va voir dans les... on va leur montrer les modèles. Hein. On va le montrer après. Hein. Ensuite, on a un paragraphe que j'ai fait spécifiquement sur les IFRS. Alors, je vous l'ai dit au début d'introduction, est-ce que les IFRS sont applicables aux associations? Les IFRS, ce sont les normes internationales d'information financière. La réponse est non, donc on va être très simple. La réponse est non, sauf certaines dispositions prélevées sur les IFRS qui ont été transposées dans le plan comptable général français. Il y en a trois. Il y en a trois actuellement. Le règlement 2006 du comité de la réglementation comptable sur les passifs, c'est-à-dire sur les provisions, comment on comptabilise les provisions, comment on doit les constater ou pas les constater. Le règlement 2002-10 du comité de la réglementation sur l'amortissement et la dépréciation des actifs, c'est pareil. Ça, c'est les modes d'amortissement par composant dont vous avez entendu parler. On décompose un actif qui est inscrit à l'actif du bilan et on l'amortit selon la ventilation de ces différents composants. Enfin, le règlement 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, c'est-à-dire aussi la dépréciation et comment on évalue un actif qui est constaté au bilan. Le bilan sur les états financiers rapidement, puisque je vois que l'heure tourne. Oui, mais on peut le voir avec les... Voilà, c'est ça. Voilà. Le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Alors le bilan, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une photographie à un instant donné. À l'actif, vous avez les trois rubriques immobilisation incorporelle. Alors, on va avoir les concessions, droits, licences, etc. Les immobilisations corporelles, vous imaginez bien ce que c'est. Ce sont les terrains, constructions, matériel, équipements, etc. Les immobilisations financières, ça va être les dépôts au cautionnement, ainsi que, par exemple, tout ce qui concerne les titres immobilisés pour une longue durée ou titres de participation lorsqu'un organisme aura pris des participations, soit dans une société commerciale, dans un fonds pour laisser d'une manière durable parce qu'il n'a pas besoin de cette disponibilité pendant un certain temps. En actifs circulants, c'est ce que je vous disais, les créances et la trésorerie. Au passif du bilan, vous avez les fonds associatifs, c'est ce que je vous les ai présentés tout à l'heure, avec l'aspect particulier sur les apports avec et sans droit de reprise, et les fonds dédiés et les réserves réglementées. Les dettes, c'est le passif en bas à court terme, qui correspond notamment aux dettes fiscales, sociales, fournisseurs, telles que vous les connaissez dans le cadre d'une comptabilité classique. Alors, on ne veut plus voir dans les associations un capital social, n'est-ce pas, monsieur le commissaire aux comptes, c'est pour ça que le modèle, là, ça paraît très simple de dire ça et un peu scolaire, mais c'est très important de vous dire les fonds associatifs, c'est vraiment spécifique. Oui, là, Monique a totalement raison. Il ne faut pas que vous présentiez des comptes annuels des états financiers avec au passif dans ce qu'on voit, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou ce qu'on voit à l'instant, capital, réserve. Non, ça n'existe pas. Ce sont fonds associatifs, apports sans droit de reprise et les rubriques qu'on a identifiées tout à l'heure.
En ce qui concerne le compte de résultat, j'y passe vite, simplement, c'est ce que je vous ai dit, produit moins charge, résultat d'exploitation, ensuite résultat financier qui nous donne le résultat courant, c'est produit financier moins charge financière, le résultat exceptionnel, produit exceptionnel moins charge exceptionnelle, impôt, les engagements réalisés sur les ressources affectées, et puis l'impôt société qui nous permet de payer l'impôt société, j'entends, soit l'impôt société si l'organisme est fiscalisé, soit l'impôt société des organismes sans but lucratif réduit sur certaines catégories de revenus si l'organisme n'est pas fiscalisé aux impôts commerciaux. C'est donc le bilan, le compte de résultat. Le compte de résultat, à la différence du bilan, c'est le film, c'est-à-dire tous les flux qui sont intervenus dans l'organisme du 1er janvier à la clôture de l'exercice, tandis que le bilan, je vous le rappelle, c'est une photographie, c'est un patrimoine. Au 1er janvier, elle sera différente, cette photo, de celle au 31 décembre, dès qu'un flux est intervenu. L'annexe, rapidement, puisque les états financiers... Excuse-moi de te couper la parole en permanence, mais je voudrais que tu ailles assez vite sur l'annexe, sur la liste, sur le listing que tu as fait, mais que tu nous donnes ton avis sur combien est important de bien documenter l'annexe dans le secteur associatif. Alors, vous avez vu que les états financiers, c'est un bilan, un compte de résultat et une annexe. Dans le cadre de l'annexe, c'est en quelque sorte, pour faire simple, l'explicatif du bilan et du compte de résultat. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est quand même ça que ça veut dire. Et dans le cadre de l'annexe, vous avez un certain nombre que vous retrouverez sur les différents slides, parce qu'il y en a pas mal, puisque une annexe, c'est un modèle d'exemple d'annexe. Ce n'est pas un modèle, c'est pas le modèle qu'il faut nécessairement appliquer, mais dedans, vous trouverez l'ensemble des éléments essentiels à faire figurer dans une annexe, plus ou moins adaptés en fonction de la taille de l'organisme. Mais les éléments essentiels de l'annexe, c'est véritablement que le lecteur, qui n'est pas comptable, le donateur, si l'organisme fait appel à la générosité du public, qui n'est pas comptable, puisse, en lisant ce qui est indépendant des chiffres qui figurent dans le bilan et du compte de résultat, se disent « Tiens, j'ai compris ce qu'ils ont voulu dire, je sais comment ils arrêtent leur compte, il y a une continuité d'exploitation, il y a une indépendance des exercices, les provisions, elles sont calculées de telle et telle manière, elles concernent telle catégorie de passifs, les immobilisations, c'est telle catégorie d'immobilisation, les amortissements sur les composants ont été calculés de telle manière, les fonds dédiés au début de l'exercice s'élevaient à temps, les mouvements de l'exercice en plus et en moins se sont élevés à temps, et les fonds dédiés à la clôture s'élèvent à temps. Il y a autant d'éléments de tableaux et d'aspects rédactionnels qui permettent ainsi à un lecteur non avisé de mieux comprendre comment ces comptes annuels ont été arrêtés. Alors il y a un élément aussi très pertinent qui aujourd'hui, et je l'ai souligné en entrée en vous donnant les textes qui avaient été modifiés depuis le règlement 99-01, c'est celui sur le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public. Alors là, c'est ce qu'on appelle le fameux CER. Pour les organismes qui font appel à la générosité au niveau national, elles ont désormais l'obligation, elles l'avaient depuis la loi de 91, mais désormais c'est un tableau totalement normalisé, qui est assez complexe, qui est même quasiment difficilement compréhensible, je dirais, pour quelqu'un qui n'est pas versé dans les chiffres. Un donateur qui se prend le tableau du CER pour comprendre où va son argent aura un peu de mal, il est effectivement compliqué, et c'est la raison pour laquelle, en marge de ce tableau, il est nécessaire de rédiger les notes suffisamment précises dans l'annexe. Le CER est en quelque sorte une annexe dans l'annexe, puisque le commissaire aux comptes, Francis vous l'expliquera tout à l'heure, doit certifier à la fois le bilan, le compte de résultat et l'annexe, et à l'intérieur de l'annexe, il y a le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public. Donc il est particulièrement important que, en marge du tableau, le tableau du compte annuel d'emploi des ressources, qui finalement vous dit quoi? Il vous dit voilà, le solde non consommé, non utilisé au début de l'année, c'était tant, reçu des donateurs, bien sûr. On a reçu tant dans l'année et on a dépensé tant en mission sociale, en frais de fonctionnement et en frais de collecte. Et il nous reste tant à dépenser pour les ressources provenant de la générosité du public au cours des exercices ultérieurs. Ça, c'est le CER. Maintenant, c'est facile à dire comme ça. Quand on voit un tableau, ce n'est pas du tout aussi facile à comprendre. Donc, il est particulièrement important que, à côté de ce tableau, figure un explicatif qui dise quelles sont les méthodes d'affectation des emplois, des ressources par type d'emploi, mission sociale, frais de fonctionnement, frais d'appel à la générosité du public, quelles sont les clés de répartition utilisées, pourquoi elles ont été utilisées, la permanence d'un exercice sur l'autre par rapport à une comparabilité avec l'exercice et le moyen, etc., etc. Donc il est particulièrement important que
l'annexe au sens large soit l'explicatif des comptes du bilan et du compte de résultat qui, lui, a appliqué le règlement 9901, qui est la base, la loi comptable qui s'applique aux associations, fondations et aujourd'hui fonds de dotation. Dernier point, le bénévolat, il y a un point à mettre. Le bénévolat, dernier point, l'information sur le bénévolat. Le bénévolat, j'en ai un peu parlé. Alors bien sûr, dans l'annexe, c'est évident, c'est un élément important. Alors le bénévolat, il y a deux manières de l'aborder. Ça serait très long si on pouvait en parler longuement, mais le bénévolat, il y a une manière courte de l'aborder. Soit l'organisme n'est pas capable de mobiliser les énergies suffisantes pour quantifier d'une manière quantifiable d'ailleurs, mais qualitativement, le bénévolat. Dans ces cas-là, il essaye de mettre en annexe au compte annuel, dans le descriptif que je vous indiquais, quelle est l'ampleur de ce bénévolat. Voilà. Le type de contribution, sans forcément chiffrer. Voilà, qui ne sera pas chiffré. Il va dire, voilà, j'ai reçu de la collectivité territoriale tel local, j'ai tant de bénévoles, etc., etc. Soit il est capable, parce qu'il a des procédures suffisamment élaborées, pour mesurer et quantifier les contributions volontaires en nature, le bénévolat. Dans ces cas-là, il va développer en annexe la méthode qui va être suivie pour justement valoriser, donc il va expliquer les chiffres, et au pied du compte de résultat, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir les chiffres. Alors ce n'est pas entré en comptabilité, ce n'est pas un flux comptable, c'est simplement une information équilibrée en débit et en crédit au pied du compte de résultat. D'un côté, on va avoir les ressources, ce que je vous disais, les dons en nature, les prestations de services, les mises à disposition de personnel, par exemple, et de l'autre côté, la catégorie des dépenses qui ont permis d'être réalisées grâce à ces dons en nature, notamment le personnel, qu'est-ce qu'il a fait, les secours qui ont été accordés et toutes les dépenses qui sont liées à l'objet social de l'organisme d'intérêt général, que ce soit une fondation, un fonds de dotation ou une association. Alors c'est vrai, Christian, que parfois c'est une part très importante du bilan de certaines organisations parce qu'il y a un apport bénévole qui est extrêmement significatif et plus important que les salariés, que l'apport salarial et les charges même de l'organisation. Donc ça mérite une mention dans l'annexe. Mais je ne te redonne plus la parole parce que tu as déjà mangé tout ton temps. Donc je voudrais, si tu permets... Et je te remercie, un grand merci d'avoir fait cette présentation en aussi peu de temps, avec autant de détails. Et je pense que pour nos amis dans la salle, c'est une référence au texte, à un ensemble de process tout à fait utiles par rapport aux techniques qui sont à employer. Mais évidemment, ça dépend beaucoup de la taille de l'association et des besoins que vous avez. Donc, je vais passer la parole au président du directoire de la Fondation pour la recherche médicale, Denis Lesquer. Et je vais lui demander de nous faire une présentation, nous dire, et donc dans ce contexte, votre expérience de la présentation des comptes et du rapport annuel, vous, praticien, de l'autre côté, pas comptable. Justement, j'ai bien compris que ce n'était pas comptable en ce qui me concernait, donc Denis Lesquer. Je suis depuis 12 ans à la Fondation pour la recherche médicale. Alors je plaisante avec c'est pas comptable parce que Monique Milo-Pernin sait très bien que de formation, je suis directeur financier. Et j'ai évolué effectivement après sur un poste de président de directoire. Je ne voulais pas le dire. Alors c'est important que vous le sachiez parce que je vais juste rebondir avant de commencer sur ce qui vient d'être dit à l'instant sur un sujet. C'est-à-dire que bravo parce que c'est un bel exercice de style en si peu de temps de présenter autant de choses qui mobilisent beaucoup d'énergie et un travail colossal. Par contre, ce qui est important, c'est que tout ce qui vous a été dit précédemment implique énormément de choix dans la gouvernance de vos structures. C'est-à-dire que ce travail ne peut pas être fait uniquement par une équipe comptable, un directeur financier, une direction générale ou avec l'aide d'un commissaire aux comptes. À chaque fois, vous allez avoir à décider de choix. Brièvement, sur le compte d'emploi des ressources, vous l'avez signalé, mais c'est important que vous le sachiez, cette communication financière ne peut exister que si tout le monde au sein de la structure est d'accord qu'elle représente bien ce qu'est la maison. Alors, trois points à aborder sur une présentation de rapport d'activité. Tout d'abord, l'intérêt d'un rapport d'activité. Deuxièmement, sa diffusion. Et enfin, son contenu. Alors, l'intérêt d'un rapport d'activité.
Eh bien, le rapport d'activité ou le rapport annuel, pardon, c'est un peu une clé de voûte d'une retranscription de tout ce que peut être et de tout ce que peut faire une organisation. Ça doit permettre de donner une vue d'ensemble. Alors, je vais vous citer des termes qui ne vous sont pas inconnus et puis parfois pour lesquels vous allez faire un peu de confusion. Vous devez, dans vos structures, établir chaque année un rapport moral. Vous devez établir le rapport de gestion, vous devez établir des rapports financiers, vous devez établir un rapport d'activité, vous avez des statuts, vous avez un règlement intérieur. L'intérêt de faire un rapport annuel, c'est justement de rappeler la cohérence de cet ensemble. C'est un exercice extrêmement important car il synthétise tout ce que je viens de vous citer à l'instant. C'est un élément primordial dans la communication que vous devez avoir en interne et en externe. Alors, en interne, tout d'abord, vis-à-vis de votre conseil d'administration, vis-à-vis du conseil d'administration, tous les éléments que je vous ai cités précédemment peuvent être partiellement ou totalement issus du travail du conseil d'administration. Quand on est sur le rôle propre d'un conseil d'administration, c'est bien de définir une stratégie et de la mettre en œuvre dans une association et une fondation. Eh bien, ce rapport annuel doit permettre aux administrateurs de s'assurer que cette stratégie qu'ils avaient un jour décidée ensemble, ce plan stratégique à moyen et court terme, s'applique correctement et dans le respect de la gouvernance qui a pu être établie au sein de la maison. Ce rapport annuel doit permettre de réduire la suspicion de non-transparence. De ne pas faire de rapport annuel pose énormément de questions à l'externe et même à l'interne dans la gouvernance vis-à-vis des différentes composantes de la maison. Il est important qu'en interne, tout le monde puisse se retrouver au sein de ce rapport annuel, que la mission et l'ensemble des fonctionnements de la maison ont bien été retranscrits dans ce rapport annuel, est quelque chose de très important. Enfin, vous voulez dire que ça valorise ce que font les équipes. Ça valorise ce que font les équipes, ça permet effectivement de rendre des comptes aussi à l'extérieur et d'éviter toute mauvaise interprétation. Vous savez très bien que quand les journalistes s'intéressent à notre secteur, le premier document qu'ils vont demander à une institution, ça va être effectivement son rapport annuel, dans lequel il y aura différentes choses qu'ils vont analyser, les comparaisons qu'ils feront après d'une structure par rapport à une autre. Bien que je ne sois pas fan de cette pratique, c'est assez facile de le faire à partir des rapports annuels. Cet outil doit permettre effectivement à des gens qui veulent faire des benchmarks et des comparaisons de pouvoir le faire à partir de ce document. Alors, je vous disais tout à l'heure, la diffusion de ce rapport annuel. Deuxième point. Tout d'abord, il ne peut être diffusé, alors suivant les structures, qu'après une assemblée générale ou une validation par un conseil d'administration ou le CS, excusez-moi, c'est un conseil de surveillance. Donc c'est très spécifique, il y a peu de maisons qui sont dans cette organisation. La Fondation pour la recherche médicale a fait ce choix. Donc ne rien publier avant d'avoir eu effectivement la validation de l'instance qui doit effectivement s'assurer que le contenu est totalement cohérent avec ce que l'on souhaite dire. C'est important de respecter cette règle. Deuxièmement, ce rapport, il est essentiel de pouvoir le publier sur un site web s'il existe, de façon à ce qu'il soit accessible au plus grand nombre. Alors, un rapport annuel, ça a un coût, ce qui veut dire qu'effectivement, ça peut être, ça a un coût en termes de production, papier, qualité du papier souvent. On a parfois effectivement des excès, je pense, sur des sujets de rapports annuels qui sont de très très belles plaquettes. Mais donc, ce qui est important, c'est que l'ensemble de ce contenu soit sur votre site web et consultable pour que, quelle que soit la demande qui vous soit faite par un donateur ou par un prospect, par n'importe quelle personne, effectivement, vous puissiez lui donner le lien pour qu'il puisse rapidement trouver l'information sur votre site. Il est évident que toute personne qui fait la demande de ce rapport annuel, toute demande doit être satisfaite. On ne peut pas envisager effectivement qu'une institution aujourd'hui qui fait appel à la générosité du public ne réponde pas à cette demande. Alors ça suppose des coûts derrière. Ça suppose des coûts, oui. Donc certain. il faut déjà une organisation assez importante pour pouvoir assumer ça.
En fait, le principal, c'est tout de même qu'il y ait un site web et qu'il y ait une transparence sur les éléments financiers, les éléments déjà financiers communiqués. Oui, voilà. Enfin, tout le contenu qu'il peut y avoir dans un rapport annuel. C'est un outil important lorsqu'il existe, on s'en rend bien compte. Quand il n'existe pas, on est un peu frustré vis-à-vis des bailleurs de fonds. C'est-à-dire que ce soit effectivement des bailleurs de fonds publics ou des bailleurs de fonds privés, c'est un document, de par sa composante, qui permettra de façon synthétique de présenter la structure. C'est un document que vous laissez assez facilement lors d'un rendez-vous. Alors, vous pouvez l'envoyer précédemment à un rendez-vous, vous pouvez le laisser effectivement après à votre interlocuteur, et il aura cette vision synthétique de votre organisation, de ce qu'elle est, de ce qu'elle a fait. Mais son plan, c'est quoi? Ah bon, pardon. On y arrive à son plan. Alors, son contenu. Alors, il est pas. Ce que je vais vous indiquer là, c'est une recommandation. Moi, je n'ai pas la prétention de vous dire effectivement ce que devrait être un rapport annuel dans vos maisons. Mais ce sont des recommandations. D'ailleurs, vous avez vu un logo, j'ai oublié de vous le citer, je suis navré, j'aurais dû commencer par là. Nous sommes à la Fondation pour la recherche médicale, membres du comité de la Charte. Le comité de la Charte regroupe à peu près une soixantaine d'associations et fondations faisant appel à la générosité du public. Les travaux que je vous présente aujourd'hui sont des travaux issus de réflexion et d'application mises en œuvre au sein du comité de la Charte, des recommandations pour l'ensemble des structures adhérentes au comité de la Charte. Et nous sommes, de ce fait, en appliquant toutes les règles de ce comité, nous bénéficions d'un agrément. Alors, son contenu, il est bien évidemment, assez logique. Il y a, je ne dis pas de bêtises, il y a effectivement 6 items qui sont à aborder si on veut avoir une vision globale de la structure. La première, il est important effectivement de présenter son projet d'association et de fondation. C'est assez simple, vous reprenez vos statuts dans votre objet, vous avez précisé dans vos statuts de fondation et d'association pourquoi vous étiez là, quelle est votre mission, quelles sont effectivement vos ambitions. Voilà. Donc mission, métier, action, bénéficiaire et valeur. Je vais vous prendre l'exemple de la Fondation pour la recherche médicale. Nous avons un objet qui est celui de soutenir la recherche médicale en France. Donc l'objet est assez simple. Nos actions, c'est effectivement chaque année de lancer des appels d'offres pour sélectionner des équipes de recherche en France, dans une recherche académique, INSERM, CNRS. Nos bénéficiaires, eh bien, ce sont à la fois des jeunes chercheurs et des chercheurs plus confirmés. Et les valeurs que nous partageons à la Fondation, ce sont effectivement des valeurs de transparence, d'innovation, d'équité. Voilà, donc c'est des choses assez simples qu'il est important de rappeler pour qu'on sache effectivement quel est l'objet propre de la structure qu'on a à diriger. Deuxièmement, il est important aussi d'être en capacité de pouvoir, dans un premier temps, dans un rapport d'activité, de donner les principaux événements clés de l'année et les principaux indicateurs qui vont permettre au lecteur de comprendre encore mieux ce que vous êtes, ce que vous avez fait dans l'année écoulée, ou si vous le voulez, là-dessus il n'y a pas d'obligation, vous pouvez le faire sur un laps de temps plus long. Si vous voulez donner votre intervention, alors on va prendre encore une fois l'exemple de la Fondation pour la recherche médicale. Chaque année, nous attribuons 35 millions d'euros à la recherche. Il est important pour nous d'expliquer aux donateurs ou aux personnes qui s'intéressent à la Fondation quels ont été les programmes de recherche qui ont pu être soutenus par la Fondation. Eh bien, un des éléments importants pour nous, c'est de pouvoir dire qu'il y a eu X% de recherche en cancérologie, X% en immunothérapie, en cardiovasculaire. Donc des choses qui sont très importantes par rapport à votre activité et des choses qui doivent être très synthétiques. Donc ça peut être sur votre action, ça va également être sur vos types de ressources, si pour vous c'est sur quoi vous souhaitez effectivement mettre l'accent. Et puis ça peut aussi bien être sur l'utilisation que vous faites plus spécifiquement de l'argent collecté auprès du public. Donc libre à vous de voir effectivement quelles sont les choses, les indicateurs chiffrés que vous voulez mettre en avant prioritairement dans ce rapport annuel. Ensuite, et là c'est la partie la plus conséquente, dans un rapport annuel, vous devez relater votre activité.
votre activité. Ça commence bien évidemment par le mot de votre président qui doit être en capacité d'expliquer ce que vous avez fait durant l'année écoulée. Là, vous retrouvez beaucoup d'éléments qui peuvent être issus du rapport moral que vous avez présenté soit au conseil d'administration ou à l'Assemblée générale pour expliquer quelle a été de façon synthétique l'action que vous avez menée vis-à-vis de votre public. Les réalisations de l'année, les descriptions du modèle économique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans notre secteur très varié, vous avez, on va prendre au moins 2 exemples qui sont assez parlants. Si on prend l'exemple des fondations, vous avez des fondations comme la Fondation Pasteur, la Fondation ou l'Institut Curie, qui sont ce qu'on appelle des opérateurs de recherche. C'est un modèle économique. La Fondation pour la recherche médicale ou la Fondation de France, nous sommes ce que nous appelons des bailleurs de fonds. C'est-à-dire que nous allons chaque année collecter des fonds et nous allons financer des structures. Nous pouvons évidemment financer des structures de toute nature. En l'occurrence, je vous disais tout à l'heure que nous financions des programmes de recherche à l'INSERM, au CNRS, et nous allons également financer des programmes de recherche à l'Institut Pasteur ou à Curie, si je prends cet exemple-là. Donc c'est assez drôle parce qu'on se retrouve effectivement à financer des structures qui sont pour nous des concurrents en termes de levée de fonds et de financement de leurs programmes. Mais c'est complémentaire s'agissant de la FRM, car nous ne finançons pas exclusivement Pasteur et Curie, nous finançons tout type de laboratoires qui, pour nous, sont dans nos critères d'excellence. Il sera important pour un bailleur de fonds d'afficher clairement quels ont été les bénéficiaires de ces attributions. Donc nous avons pour habitude, à la FRM comme dans d'autres maisons bailleurs de fonds, d'afficher très clairement, à l'issue de nos appels d'offres, toutes les structures porteurs de projets qui ont pu recevoir des financements de la FRM. Alors ça, c'est un élément de transparence, Denis. C'est un élément de transparence, à la fois sur la méthodologie et crédibilité. Exactement. On doit pouvoir précisément indiquer dans ce rapport si nous avons attribué 35 millions d'euros à des programmes de recherche. Alors, les listes parfois sont longues, parce qu'il s'agit effectivement de 600 bénéficiaires, entre 500 et 600 bénéficiaires à la Fondation pour la recherche médicale. Mais nous tenons absolument à ce que les donateurs voient qu'au travers des différents appels d'offres que nous avons décidé de mettre en œuvre, quelles sont précisément les équipes qui ont pu bénéficier des financements de la Fondation, quelle que soit la thématique de recherche, quelle que soit la structure porteuse du projet. Donc il est évident qu'il est important de communiquer sur la finalité du projet. Et nous, en tant que bailleurs de fonds, c'est effectivement les équipes de recherche bénéficiaires de nos sélections. Pardon ? Alors, une autre chose qui est importante dans l'activité, c'est de pouvoir parler également des événements et changements significatifs. Alors, c'est des changements soit dans le mode opératoire de la structure, quand elle décide effectivement de se positionner sur tel ou tel type d'action, sur telle ou telle nouvelle action. Il est important dans le rapport annuel et dans la partie activité de relater pourquoi on fait le choix effectivement de se positionner sur tel type de nouvelle action, sur tel type de nouvel investissement, d'expliquer aussi très lisiblement pourquoi certaines actions qu'on a pu mener de par le passé, eh bien, on les a arrêtées. Est-ce qu'on en a fait un bilan ? Et si on a fait un bilan, ce qui est très important, c'est d'en parler également. L'activité, ce n'est pas uniquement ce que l'on fait aujourd'hui, c'est aussi ce que l'on a pu faire dans le passé et l'analyse qu'on peut en faire aujourd'hui. Dans ce rapport annuel, un volume important doit être consacré à la gouvernance. La gouvernance, ça va reprendre des éléments qui figurent dans vos statuts et dans votre règlement intérieur. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Non, c'est toute l'organisation que vous mettez en place, les contrôles que vous mettez en place, la gestion des risques ou la cartographie que vous avez pu faire des risques que peut encourir votre structure et les moyens que vous avez mis en œuvre pour pouvoir effectivement anticiper sur ces risques. Dans la partie gouvernance, il est important d'expliquer comment sont nommés vos administrateurs, quel est leur turnover, qui sont-ils, quel est leur âge, est-ce que vous avez fixé des limites d'âge à vos mandats d'administrateurs, est-ce que vous avez donné également des limites sur le nombre de mandats. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous disais que toutes ces questions-là sont des questions qui doivent être débattues en conseil d'administration, en conseil de surveillance, plus qu'en assemblée générale pour les associations, c'est plus facile. Ça vous permet quand même, quand vous avez cette trame, ça vous permet aussi de vous assurer que vous avez bien pensé à votre gouvernance, que vous vous êtes assuré effectivement,
au moins que vous vous soyez posé des questions. Je ne dis pas que c'est simple. Moi, je suis arrivé dans une structure où, 10 ans en arrière, il y avait des choses qui n'existaient pas sur la limitation du nombre de mandats ou sur la limitation du nombre de limites d'âge pour exercer ce mandat. Je ne sais pas où doit se situer la limitation du nombre de mandats ou la limitation d'âge pour exercer un mandat d'administrateur. Ça, c'est chacune des structures qui doit en tout cas se poser la question et de savoir si c'est opportun dans son organisation de le prévoir. Et si ça ne l'est pas, d'expliquer pourquoi également, en termes de transparence par rapport à ces donateurs ou toute personne qui s'intéresserait à la structure. Les ressources humaines ? Les ressources humaines. Alors, les ressources humaines, c'est de pouvoir expliquer effectivement comment l'organisation organise la mise en place de ses missions. Alors, la répartition dans les différents départements des ressources humaines, l'implication entre le bénévolat et les salariés, ne pas avoir peur également d'afficher clairement voilà, la rémunération, les rémunérations globalement, individuellement, le TP, l'équivalent temps plein, pardon. Ça, et puis un choix des grandes organisations. Exactement. Vous nous présentez en fait un rapport annuel qui est un rapport comme les grandes entreprises ont, c'est-à-dire que c'est une reprise de l'ensemble de l'activité indépendamment des rapports juridiques ou financiers qui sont faits pour les instances juridiques. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est la mécanique que je vous présente est adaptable. On peut considérer pour les grandes maisons. Ceci étant, je pense qu'on n'est pas obligé, quand on a une association plus de taille modeste, de faire un rapport d'activité sans doute long et exhaustif. Mais je pense que les items qui sont évoqués ici peuvent quand même figurer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, libre à vous de parler du sujet des ressources humaines. Dites-vous bien que c'est une question que peuvent se poser les donateurs. Si vous n'avez pas de salariés, ça ne veut pas dire que vous êtes incompétent. Ça veut simplement dire que vous fonctionnez différemment. Il faut l'expliquer. Si vous ne vous reposez que sur du bénévolat, il faut être en capacité de l'expliquer, ce que font vos bénévoles, comment ils se répartissent dans votre activité, ce qu'ils vous apportent. Et cet élément-là, de toute façon, vous l'aurez valorisé, je l'espère, dans votre communication financière, en bas de dans les annexes de votre communication financière. Dernier item dans le rapport annuel, c'est le rapport financier. Alors, ça reprend évidemment ce que vous avez cité précédemment. Bilan, compte de résultats, annexes, et notamment tout ce qui tourne autour du CER. Mais il est important également d'expliquer des notions, il est important d'en faire des commentaires. C'est-à-dire quand nous sommes dans l'explication d'une durée d'amortissement, ce n'est pas la même chose que d'expliquer effectivement pourquoi est-ce qu'une structure souhaite avoir un niveau de réserve ou des projets associatifs, pourquoi elle se constitue des projets associatifs. Quel serait idéalement son niveau de réserve. Le niveau de réserve, c'est de savoir effectivement quand elle commence l'exercice, est-ce qu'elle doit partir avec rien, ce qui peut être extrêmement dangereux, mais parfois on n'a pas le choix, ou est-ce qu'elle doit considérer pour mener son action qu'elle doit avoir 1 mois, 6 mois, 1 an de projet, enfin de niveau de réserve devant elle. C'est l'idéal, ils veulent tous ça. C'est l'idéal, effectivement, mais en même temps, quand on a une structure assez importante à gérer, avec des effectifs, des enjeux de programmes, que ce soit de la prise en charge ou de personnes vulnérables, ou que ce soit effectivement des financements de programmes de recherche comme à la Fondation, où chaque année 400 jeunes chercheurs sont financés par la Fondation, il est important de commencer un exercice en ayant la certitude d'avoir un certain confort devant soi. Alors, c'est l'idéal. Mais par contre, il est clair que l'activité ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain si effectivement les ressources demain ne sont pas au rendez-vous. Donc c'est aussi un choix stratégique et de responsabilité effectivement que doivent prendre les administrateurs que de se poser la question de savoir idéalement, quel devrait être mon niveau de réserve pour m'assurer effectivement un fonctionnement récurrent et non pas un stress permanent sur le devenir de mes projets. Je vous remercie Denis, c'était vraiment très, très complet et merci infiniment. Et merci de nous faire part de votre expérience. Et je vais demander à Francis Chartier, alors, quel est l'avis du commissaire aux comptes sur tout ça ? Francis. Merci Monique, bien bonjour à toutes et à tous. Écoutez, l'avis du commissaire aux comptes, je ne le connais pas forcément dans son ensemble. Je ne m'exprime pas au nom de l'ensemble des commissaires aux comptes de France, qu'on soit bien d'accord. Ah, je croyais. Non, surtout pas. L'idée, c'est plutôt effectivement de vous faire part de quelques points de vigilance ou quelques éléments de sensibilisation que l'on peut rencontrer, enfin qu'on a pu rencontrer à travers notre expérience, bien sûr,
en tant que commissaire aux comptes de nombreuses associations, mais également, comme l'a rappelé Monique tout à l'heure, dans nos différents groupes de travail, que ce soit à l'Ordre des experts comptables ou à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Donc, je pense qu'effectivement, sur cette thématique-là, je vais essayer en plus de vous donner l'avis du commissaire aux comptes sans évoquer une seule fois le code de commerce ni les règlements comptables, ce qui, suite aux deux présentations qui viennent d'être faites, pourra permettre effectivement de vous soulager un peu sur l'avalanche de textes techniques. Donc, un contexte en pleine mutation. Donc, le contexte aujourd'hui, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est un contexte, on pourrait dire, de crise, si l'on veut, crise financière, crise, effectivement, au niveau de l'engagement, un certain nombre d'éléments de difficulté également avec les pouvoirs publics. Ce contexte conduit, effectivement, à constater une multiplication des organismes, associations, fondations et autres, et fonds de dotation aujourd'hui, bien sûr, qui effectivement sont autant d'acteurs de plus sur ce secteur et effectivement sur le secteur de la recherche de fonds pour mener des actions, certes qui sont toutes légitimes et ont toutes effectivement leur fondement humain ou même sociétal, mais qui effectivement posent une difficulté dans le sens où les financeurs sont bien sûr submergés, je dirais, de demandes de financement. C'est également un sujet de la professionnalisation, dans la mesure où ces dernières années, donc le secteur s'est beaucoup professionnalisé. C'est ce qu'effectivement on tente à dire, on tente à démontrer, ou tout au moins les organismes tendent à le démontrer. Donc professionnalisation dans tous les secteurs, la comptabilité, le suivi de gestion, le fundraising, enfin j'en passe. Ceci étant, comme on va le voir après, il y a encore quand même malgré tout des domaines dans lesquels on pense en tant que commissaire aux comptes qu'il y a encore quelques efforts à faire, notamment en termes effectivement de conformité ou d'application des textes, on va dire sur le principe, et de transparence au sens général du terme. Donc ensuite, une réglementation ces dernières années, vous le savez, depuis 1999, en fait, depuis le plan comptable spécifique associations et fondations, je dirais une inflation de textes qui aujourd'hui fait de la réglementation du code des associations et fondations un cadre réglementaire donc particulièrement dense, à la fois sur le plan général et à la fois donc sur le plan effectivement spécifique, dans ce sens où beaucoup de secteurs d'activité qui sont gérés par des associations et fondations bénéficient, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de réglementations particulières. D'autre part, donc un accroissement effectivement, à partir du moment où il y a un foisonnement d'acteurs, où il n'y a pas un foisonnement par contre ou un élargissement à l'infini des sources de financement, nécessairement la sélection, entre guillemets, qu'elle soit effectivement naturelle ou imposée, se fait par l'accroissement des exigences. Alors là, au cas particulier, dans notre exemple, c'est l'exigence effectivement de transparence. Pour autant, c'est un accroissement des exigences en général qui effectivement font que tous les organismes n'ont pas les moyens, les capacités, ou même peut-être parfois l'envie effectivement de répondre à tout cela, ce qui effectivement génère une sélection, je vais dire, un petit peu naturelle sur le sujet. Donc, ensuite, donc, pour ce qui concerne le commissaire aux comptes, donc, comme vous le savez, donc, le commissaire aux comptes est quand même devenu un acteur incontournable du secteur. Ces dernières années, donc, le législateur a étendu son champ d'intervention à de nombreux types d'organismes, et les organismes qui doivent légalement donc, désigner un commissaire aux comptes sont particulièrement nombreux. Pour autant, ce que je vais évoquer là, si vous voulez, peut très bien s'adresser également à des associations ou fondations qui aujourd'hui n'ont pas de commissaire aux comptes, car effectivement, toutes n'ont pas de commissaire aux comptes, mais qui effectivement, dans la perspective d'un développement et d'une entrée en commissariat aux comptes, on va dire, le jour où elles dépassent les seuils et qu'elles sont contraintes d'en nommer un, je dis bien contraintes parce que c'est une obligation réglementaire, eh bien, pourront avoir effectivement ces éléments présents malgré tout. Alors, vous voulez dire que c'est un cercle vertueux éventuellement d'anticiper? Ah ben, non seulement c'est un cercle vertueux, mais enfin, vous allez voir, ça me paraît particulièrement indispensable sur ces sujets, effectivement, de communication financière et de cadre réglementaire. Donc, alors, il faut rappeler à nos amis dans la salle que les seuils sont de 153 000 €. Donc il faut faire attention en subvention ou don, et que nous voyons parfois des organisations qui ont dépassé depuis un certain temps ces montants et qui n'ont pas forcément nommé de commissaire aux comptes. Et faites attention, c'est de la responsabilité des dirigeants et il y a des sanctions pénales. Pardon. Non, mais cette précision est utile.
Sur le rôle donc, du commissaire aux comptes, donc l'intérêt effectivement du commissaire aux comptes, hormis effectivement la dimension légale, c'est que le commissaire aux comptes donc, a une mission donc, qui dure 6 ans, donc le mandat n'est pas réductible sauf quelques cas particuliers. Donc effectivement, il y a un caractère permanent à sa mission de contrôle et d'audit, ce qui permet effectivement de lier, je dirais, ou de nouer des relations avec l'organisme contrôlé qui doivent permettre effectivement eh bien de garantir, de veiller à garantir à la qualité et à la sécurisation de l'information financière, mais également donc de contribuer à la confiance et au développement de l'organisation. En effet, le commissaire aux comptes n'est pas uniquement le censeur, il est aussi là effectivement pour accompagner l'organisation, effectivement, puisque dans le cadre de ses prérogatives d'intervention, bien sûr, en règle générale, il émet des avis, des recommandations, effectivement, sur des thématiques qui doivent être améliorées au sein de l'organisation. Donc, il contribue de peu ou prou, d'une part, à sensibiliser la gouvernance sur des sujets d'importance et d'autre part, effectivement, à fixer, tout compte fait, quelques éléments incontournables et nécessaires en matière de progression. Donc, ensuite, si on veut juste... très rapidement, Francis. Non, pas très rapidement. Ben non, ça va pas être long. Sur les organisations et les enjeux donc, des objectifs de l'information financière, donc pour le commissaire aux comptes, donc l'information financière a principalement donc, les objectifs suivants. D'une part, permettre à quiconque d'apprécier la situation financière, les activités et les résultats de l'entité. D'autre part, effectivement, promouvoir la culture du rendre compte, c'est-à-dire promouvoir effectivement l'utilité des actions et bien sûr démontrer l'utilisation efficace de ces ressources. La notion d'information financière. L'information financière pour le commissaire aux comptes, bien sûr, sont les comptes annuels, bilan, compte de résultats et annexes, vous venez d'en avoir un rappel. Un rapport de gestion et ou d'activité. Certaines associations ne sont pas aujourd'hui obligées d'établir un rapport de gestion. Beaucoup d'entre elles le sont, mais pas encore toutes. Et enfin, dans toutes les informations qui sont publiées ou mises à disposition par l'organisme. Donc on a entendu effectivement les informations à la fois communiquées aux adhérents lors des assemblées générales, par exemple, mais également les informations donc, publiées sur votre site internet ou sur des périodiques sur le principe. Ensuite, la notion de confiance. Donc, la notion de confiance, elle est perceptible par chacun d'entre nous de façon totalement différente. Je pense que c'est difficile, effectivement, d'en donner une définition très précise. On peut simplement rappeler qu'elle permet, elle va tout au moins se construire autour de 2 éléments. D'une part, donc, de la transparence, ce qui, dans une association, une fondation, effectivement, implique donc la transparence des comptes annuels, mais également les rémunérations des dirigeants, des choses comme cela. D'autre part, effectivement, donc d'une information financière, d'une communication financière donc, de qualité, et d'autre part, la mise en place donc d'une gouvernance, et ça c'est le point important qui intéresse toute association, fondation, quelle que soit l'ampleur de ses activités et son secteur d'activité. C'est surtout la mise en place donc d'une gouvernance pertinente dont la compréhension va être accessible à tous, ce qui effectivement n'est pas toujours simple à appréhender au premier abord. Donc si on veut bien passer à la suite, il faut que j'aille plus vite. Pour le commissaire aux comptes, donc voilà les éléments significatifs, je dirais, sur l'information financière en général, la conformité des comptes annuels. Christian, je crois, vous a rappelé tout ça avec beaucoup de brio. La qualité de ces derniers. Alors quand je dis qualité de ces derniers, c'est pas uniquement effectivement les intitulés de comptes, et là tu as parfaitement raison de rappeler ce détail, puisqu'effectivement on trouve encore malheureusement beaucoup d'associations qui présentent leurs comptes avec des comptes de modèles de société commerciale. Donc, en tant que commissaire aux comptes, voilà, on est souvent confronté au sujet qui est forcément un sujet un petit peu sensible, hein, parce qu'il faut recommencer les comptes autant de fois que faire se peut pour arriver au modèle légalement prôné. C'est également donc la clarté, enfin dans la clarté, c'est le pragmatisme et la clarté des notes annexes aux comptes. Souvent, on voit beaucoup d'états financiers, de plaquettes financières avec effectivement 3 lignes qui rappellent les principes et méthodes comptables et 25 pages de tableau sans aucun commentaire. Donc, personnellement, je n'ai pas d'avis sur la question. Simplement, sachez que normalement, un commissaire aux comptes confronté à cette situation, effectivement, devra vraisemblablement faire, disons, preuve de pédagogie et d'explication pour convaincre la gouvernance qu'il faut un peu mieux étayer, disons, ces notes annexes dans la mesure où les informations, lorsqu'elles sont en annexe, sont considérées par l'organisme comme étant significatives à la compréhension des comptes et de l'activité. Donc si ce ne sont que des tableaux sans aucun commentaire,
Pour le lecteur qui va recevoir ça, si vous voulez, ce n'est pas forcément évident. Ensuite, donc, le rapport de gestion, donc là, effectivement, il a été brillamment également présenté dans sa forme, disons, la plus aboutie, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Pour autant, le plan est adaptable à tout type et à toute taille, effectivement, d'associations et de fondations. Là également, c'est un élément assez structurant dans la façon de communiquer et ce qu'on souhaite communiquer. Enfin, donc, les informations que vous publiez, quelle que soit la nature des informations publiées, le commissaire aux comptes, lui, n'a pas vocation à toutes les certifier, à toutes les valider. Ce sont celles, effectivement, qui composent les comptes annuels, celles qui sont diffusées aux adhérents dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle qui va approuver ces comptes. Et effectivement, quelques informations prévues par la réglementation en complément, mais de façon générale, tout ce qui est sur site internet, etc., n'ont pas à être attestés ou certifiés par le commissaire aux comptes. Toutefois, vous pouvez lui en faire la demande, et bien sûr, il le fera a priori sans difficulté, mais en complément de sa mission légale. Sachez que ce n'est pas dans sa mission d'origine. Donc l'ensemble de ces obligations, j'appelle ça nouvelles obligations d'information financière, mais pour autant, certaines existent quand même beaucoup. Comment effectivement les organisations peuvent en tirer parti pour plus de transparence et surtout d'efficience. Donc c'est un enjeu majeur pour l'entité. Ça a été rappelé pour le rapport de gestion. L'information financière, c'est un enjeu majeur qui doit être appréhendé plus particulièrement par la gouvernance. C'est un problème de gouvernance, ça n'est pas qu'un problème, loin de là, de services comptables ou financiers, c'est vraiment un problème de gouvernance du conseil d'administration et effectivement de la direction générale. Ensuite, donc, la qualité de l'information financière au sens large constituera donc l'un des éléments socles effectivement de la confiance. Et les objectifs donc, de l'information financière, je l'ai déjà évoqué, c'est faciliter l'appréciation par les parties prenantes de la situation financière de l'entité et permettre aux responsables de rendre compte. La qualité des comptes annuels a déjà été évoquée également, donc je ne reviens pas dessus, je passe au slide suivant. Je ne voudrais pas te presser, mais on a pris beaucoup de retard. J'arrive à la fin, Monique, j'arrive à la fin. Trois éléments pour illustrer, mais qui sont d'importance, je crois, et qui intéressent là également toutes les associations, qu'elles aient ou non un commissaire aux comptes, pratiquement en tout cas. Donc deux éléments majeurs. D'abord, le règlement comptable spécifique au compte d'emploi des ressources pour les organismes qui font appel à la générosité publique. Christian vous en a parlé, je ne reviens pas. Un élément important, la publicité des comptes annuels et du rapport de certification du commissaire aux comptes quand il y en a un, lorsqu'effectivement vous êtes visé par les textes, c'est-à-dire vous recevez plus de 153 000 € de subventions ou plus de 153 000 € de dons. Aujourd'hui, vous avez l'obligation de publier sur le site des journaux officiels vos comptes annuels avec le rapport de certification du commissaire aux comptes. Là, pour information, tout ce qui vient d'être dit là trouve son sens, si vous voulez, si vous avez le temps, prenez un peu de temps pour aller sur le site, taper quelques noms d'associations au hasard, peut-être la vôtre d'ailleurs, et regardez effectivement quel est le niveau, je dirais, de qualité de ces comptes annuels qui sont publiés aujourd'hui au journal officiel, et vous comprendrez pourquoi. En tant que commissaire aux comptes, et là je peux le dire, je pense au nom de tous les commissaires aux comptes, il y a encore effectivement des efforts à faire importants en matière d'appréhension de la réglementation et de s'assurer que mes comptes sont conformes à la réglementation. Bien. Ensuite, donc, un dispositif particulier qui intéresse le commissaire aux comptes depuis le 1er janvier 2010, qui intéresse également la Cour des comptes, mais le commissaire aux comptes, et comme je dois ne parler que de ce thème, c'est effectivement donc, le nouveau dispositif introduit par l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009, qui consiste à modifier l'article L111-8 du Code des juridictions financières. J'avais dit pas de code de commerce, jusqu'à maintenant je tiens bon, qui est la chose suivante, qui est de dire lorsqu'effectivement le commissaire aux comptes va refuser de certifier les comptes d'une association donc, ou d'une fondation qui peut émettre des reçus fiscaux, c'est-à-dire dès le premier euro de don, lorsque vous poursuivez des missions d'intérêt général, vous êtes à but non lucratif, etc., vous avez le droit de recevoir des dons et donc d'émettre des reçus fiscaux, eh bien, ce rapport de refus de certification doit être communiqué au ministre chargé du budget, qui doit décider effectivement s'il lance ou non une procédure dite de suspension d'émission des reçus fiscaux, ce qui effectivement constitue aujourd'hui une sanction ultime dans le dispositif qui existait jusqu'à maintenant. Alors, il n'y a pas que le commissaire aux comptes. Sachez effectivement que la Cour des comptes également, je vais dire, bénéficie des mêmes prérogatives sur deux sujets. Le premier qui est son point d'entrée, je dirais, historique, qui est le compte d'emploi des ressources. Et surtout, et ça c'est important à retenir, dès le premier euro de don permettant l'émission d'un reçu fiscal. Donc même si vous êtes une association qui avait moins de 153 000 € de dons, qui n'avait donc pas de commissaire aux comptes, un cadre, disons, réglementaire un peu moins contraignant, attention, malgré tout, dès le premier euro de don, vous allez émettre un reçu fiscal. Et dans ce cadre-là, la Cour des comptes
pourra venir contrôler si effectivement vous utilisez bien les dons reçus conformément aux objectifs de votre organisme. Ça, c'est important, effectivement, Francis, parce que l'État considère qu'on lui prend sur son budget lorsque l'on émet des reçus fiscaux, puisque c'est de l'impôt payé en c'est un chèque en blanc, moins. c'est le trésor. Hein. Et donc, dans ce contexte-là, ils font obligation de donner l'information sur ces questions-là. Ne soyons pas naïfs. C'est la Cour des comptes en premier. Voilà, ne soyons pas naïfs. La Cour des comptes, vraisemblablement, n'aura peut-être pas les moyens d'aller contrôler les 50 ou 60 000 associations qui émettent des reçus fiscaux en France. Pour autant, sachez-le, c'est quand même important à retenir aujourd'hui. Le dispositif, je dirais, est allé jusqu'au bout, le législateur est allé jusqu'au bout de la démarche en instaurant une sanction ultime, effectivement, à l'ensemble des points. Francis, je termine rapidement. Parce qu'on est très en retard. Voilà, donc si on voulait synthétiser les attentes des parties prenantes et du commissaire aux comptes, je dirais sur l'information financière en général. Donc les informations financières, de notre point de vue, doivent être fiables, clairement présentées et accessibles, et pertinentes surtout par rapport aux besoins des utilisateurs, qui peuvent être variés, mais pour autant, il y a différentes formes d'informations financières, donc à chaque fois, il faut se poser la question à qui est-elle destinée et comment je peux l'adapter pour la rendre pertinente. D'autre part, quelque chose qui effectivement, petit à petit vient dans le secteur, c'est effectivement la culture du rendre compte, ou encore effectivement la mesure de la performance ou de l'évaluation régulière du projet associatif, l'évaluation régulière des projets développés sur le terrain, parce que le financeur, qu'il soit public-privé ou privé, ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'évaluation de l'action et l'action que vous menez sur le terrain. Quels sont effectivement les résultats de cette action. Et enfin, juste pour terminer, et j'en aurai fini, c'est important, mais ça vous pourrez lire puisque la présentation sera effectivement sur le site. Oui, ça sera transmis. Parfait. Donc voilà, simplement vous dire qu'au-delà de tout ça, effectivement, ce qui est important, c'est que toutes ces questions constituent beaucoup d'éléments structurants dans la démarche, que c'est vraiment une question de gouvernance avant tout, et qu'effectivement, il est important de les prendre en compte pour présenter une information financière de qualité qui sera certifiée sans réserve, sans difficulté par un commissaire aux comptes lorsque vous en aurez un, et avec lequel, effectivement, vous entretiendrez d'excellentes relations. Voilà, je vous remercie. Merci, Francis. Alors, je vais passer enfin la parole à M. Micol, qui est donc trésorier de l'association Caritas France. Et M. Micol, quelle spécificité dans la gestion que vous connaissez d'une association multi-établissement dans un secteur réglementé? Enfin, vous avez un certain nombre de problématiques spécifiques à nous faire part. Alors, je vais essayer très vite de faire... Je suis désolée. Oui, de faire très vite le tour d'horizon, parce que en fait, j'ai une double casquette d'une association qui s'appelle l'Association des Cités du Secours catholique, créée par le Secours catholique il y a 20 ans. Et je suis aussi le trésorier de la Fondation Caritas, qui a été créée par le Secours catholique toujours en 2009. L'une est une association qui a 750 salariés. L'autre est une fondation qui a 3 salariés. La première vit essentiellement de l'institution publique. Nous avons des conventions et recevons des subventions de l'État à hauteur de 85%. La Fondation Caritas travaille essentiellement sur des dons privés. Elle ne reçoit aucune subvention. Vous voyez des modèles complètement différents et avec donc un rapport à nos financeurs qui est totalement différent l'un par rapport à l'autre. Alors très très vite, pour faire le tour des cités, vous voyez la complexité. Donc, on a 17 établissements. Ces 17 établissements, c'est à peu près 45 sites établis partout en France, avec un siège à Paris. 750 salariés. On a 80 différents financeurs. Il faut penser donc en termes de territoire, non seulement en termes de ministères, en termes de communes, d'intercommunalités, des départements, etc., qui interviennent au niveau des financeurs. 22 en dotation globale, donc là, et je m'en excuse auprès de vous, je rentre dans le domaine du social et du médico-social. Donc il est un petit peu particulier, et tout ce qu'on vient de vous dire, effectivement, était assez général. Là, je suis un petit peu plus dans le détail du secteur social et médico-social. Donc la dotation globale, c'est-à-dire des conventions avec l'État, au niveau de la santé, au niveau des agences régionales de la santé, sur des tarifs basés sur le nombre de nuitées que nous offrons à des personnes que nous hébergeons, et principalement dans les CHRS, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Donc nous avons un budget d'environ 51 millions. Nous avons 51 millions de budget d'exploitation, beaucoup plus en termes d'expérience, bien sûr, mais vous le savez comme moi, on peut espérer beaucoup en ce moment et on reçoit peu. Enfin, on reçoit quand même, on reçoit, il ne faut pas exagérer. Et financement, donc, public à plus de 85%. Le reste, c'est de la production. C'est-à-dire, nous avons des ESAT, nous avons des chantiers d'handicapés. Donc, nous produisons, et ce qui explique donc les 15-16% pour arriver aux 100%. Donc, voilà sur la Société des cités. Alors, au niveau des rendus comptes visibles des financeurs, nous avons exactement le même mode que la demande du financement. C'est-à-dire que les charges sont réparties en 3 groupes. On prend le bilan et on a 3 groupes. Le premier groupe se dépenses afférentes à l'exploitation courante, c'est-à-dire les achats, les services extérieurs, tout type de prestations extérieures. Sur le groupe 2, les dépenses afférentes au personnel, bon ça c'est clair, le personnel, en ce qui concerne les salaires et les charges, mais éventuellement le personnel intérimaire, etc. En 3, c'est différent à la structure, donc c'est les locations des immeubles dans lesquels nous sommes, ou des appartements, si on est dans le diffus, c'est la maintenance, c'est les charges financières, les charges exceptionnelles, les amortissements, dépréciation et provisions. Donc voilà, c'est classé en 3. On part du compte de bilan et c'est simplement regroupé pour plus de clarté. Ceci doit être fait donc établissement par établissement. Chaque établissement est considéré comme établissement secondaire, donc on doit le faire établissement par établissement, et le siège étant un établissement, un 17e établissement. En ce qui concerne les produits, donc les produits de la tarification, c'est-à-dire quand on est sur type de convention avec une tarification à la journée, donc c'est tout ce qui concerne le médico-social, mais aussi dans le cadre des handicapés, c'est la dépendance, et dans le cadre de certains soins qui sont pris également dans ces produits de tarification. Le groupe 2, c'est les autres produits relatifs à l'exploitation. Donc ça va jusqu'à c'est la participation des usagers. Dans certaines maisons relais, par exemple, nous demandons une participation. Dans certains CHRS, nous demandons une participation journalière. Elle est très très faible. Elle peut être de 1 euro, 2 euros par jour, mais de façon à sensibiliser les gens que nous hébergeons à ce phénomène. C'est quelque chose de réciproque, et ce n'est pas quelque chose d'un don gratuit. Ensuite, en 3, sont les opérations de gestion, et puis tout ce qui est produits financiers, les produits financiers, etc. Voilà. Donc, on présente donc ces tableaux, établissement par établissement, classés en 3 groupes de charges et en 3 groupes de produits. Ça donne, je voulais apporter, voilà ce que ça donne, en fin de parcours, c'est-à-dire un livre relativement conséquent. La difficulté, eh bien, c'est que dans la demande se fait ainsi, mais on doit justifier de la même manière en complétant avec un rapport de gestion et puis un rapport de trésorier qui est en général fait par le directeur administratif et financier. La difficulté, je signale à la fin, c'est d'engager un dialogue avec tous ces financeurs. Ouais, quand on a 80 financeurs, si on veut les rencontrer au niveau du trésorier, de la direction administrative financière, de la direction générale, ça prendrait certainement pas mal 3 ou 4 mois à temps plein. C'est le temps d'avoir des rendez-vous. Enfin, vous voyez un petit peu les problèmes qui peuvent se poser. Donc, pour la dotation globale, le format est normalisé sous forme de tableau. On a un logiciel, ça nous permet de travailler sur des tableaux Excel et grâce à un logiciel de passer directement dans les tableaux pour respecter les normes administratives. En ce qui concerne les subventions, donc la présentation est normalisée COSA, vous pouvez la trouver sur les sites web. Donc là, je ne vais pas trop m'étendre. C'est le même formulaire pour la demande comme pour le rendu des comptes du projet pour lequel vous avez demandé une subvention. Là encore aussi, c'est projet par projet, donc c'est relativement long. Dans une association comme les cités, que le nombre de projets, c'est de l'ordre de 60 par an.
Donc c'est énormément de travail administratif, financier, mais aussi ça implique bien sûr les chefs de projet, les directeurs d'établissement, etc. Mais ça permet d'impliquer tout le monde parce que chaque tableau correspond à l'activité de chaque projet. Donc chacun a son tableau de charge produit et vous pouvez le gérer de cette manière-là. Mais c'est vrai que ça fait tellement de projets et depuis maintenant 1 an, comme beaucoup d'entre vous, on répond à des cahiers des charges et à des appels à projets. Les appels à projets, on est obligé de créer une plateforme intercité de façon à mutualiser les réponses et à travailler ensemble et avec les spécialistes de l'ensemble de l'association pour répondre avec plus de pertinence. Donc voilà sur les subventions. En conclusion, donc le regret de ne pas avoir de guichet unique pour le milieu associatif, la mixité des institutions nationales, départementales, communales, c'est-à-dire qu'on intervient à tous les niveaux, aussi bien au niveau des ministères, du Premier ministre, parce qu'il y a pas mal de choses qui dépendent du Premier ministre, que des ministres de tutelle, c'est-à-dire cohésion sociale, logement, santé, qu'au niveau des communales et intercommunalités. Donc la multiplication des documents intermédiaires, un rendu compte comptable, comme je vous l'ai dit, mais sans analytique, c'est-à-dire que franchement, je ne sais pas très bien comment on peut contrôler vraiment ce qu'on peut faire sans gestion analytique, et une consolidation interne qui est complexe parce qu'on doit à la fois faire ce gros volume, mais en même temps, en interne, travailler sur une comptabilité analytique qui est assez loin finalement de ce qu'on a déposé au niveau budgétaire. Autrement dit, il y a un exercice difficile en fin d'année, ce qu'on fait en ce moment, et en début d'année, pour essayer de construire un budget de gestion sur lequel on va pouvoir travailler, sur lequel on va pouvoir contrôler et qui respecte en même temps le cadre administratif dans lequel nous sommes normés. Donc voilà pour l'association des cités. Excusez-moi, mais est-ce que ça pose un problème de transparence globalement et de gouvernance justement, le fait que ce soit aussi complexe et qu'il y ait ce décalage? Alors, la transparence, elle est faite établissement par établissement, puisqu'on a l'équivalent de ce que l'association donne d'une manière générale. L'association ne recevant pas de dons privés, on n'a pas de publication et d'effet de publicité auprès de nos donateurs. La seule chose que nous recevons sont des legs, mais les legs sont reçus par l'intermédiaire du Secours catholique, qui agit en tant qu'intermédiaire. Puisque nous ne sommes pas, l'association des cités, j'ai oublié de le mentionner dès le départ, n'est pas reconnue d'utilité publique. Donc, elle est relativement, de toute manière, assez limitée dans les dons qu'elle serait autorisée à recevoir. Donc, la complexité, oui, vient de ces différents formulaires que nous devons appliquer, le nombre de financeurs auprès desquels nous finançons nos activités, et puis en même temps, en interne, de travailler sur d'autres documents qui sont plus des documents de gestion et moins des documents de comptabilité.